Bonjour et bienvenue dans ce premier cours MQAD qui est consacré aux graphes et aux projets et plus spécifiquement à l'ordonnancement des tâches d'un projet. Donc après une introduction concernant les graphes en général et pour présenter ce que c'est que l'ordonnancement des tâches d'un projet, on va s'intéresser en fait à la modélisation, comment construire un modèle de graphe qui va nous permettre justement de travailler sur ces projets. Ensuite, nous allons nous intéresser à optimiser le calendrier des projets. Et enfin, pour terminer, je présenterai quelques compléments intéressants pour la conduite de projet qui nous permettent d'enrichir le modèle de base. Donc, pour commencer, je vais parler un tout petit peu de théorie des graphes et un tout petit peu d'application. La théorie des graphes, c'est une théorie mathématique au départ qui est une très belle théorie avec beaucoup d'applications, c'est ça qui est intéressant pour vous, et beaucoup d'applications en gestion. Donc ici, vous avez quelques exemples de problèmes classiques, le problème de plus court chemin, par exemple, problème de transport, problème de flux, de flou dans les réseaux, problème de valeur de commerce, des problèmes classiques dans lesquels on s'intéresse en fait à étudier des modèles pour des problèmes concrets, réels, qui correspondent à des graphes. Un graphe, c'est un ensemble de sommets et d'arêtes, et donc à partir de ces petits dessins, si vous voulez, de ces graphes, on arrive parfois donc à optimiser un problème, à trouver une solution optimale à un problème concret qu'on se pose en gestion. Voilà. Donc, il n'est pas possible, ici, on n'a pas assez de temps pour traiter tous les problèmes d'application des graphes, et on va se concentrer sur une application particulière qui est très intéressante pour vous, futurs gestionnaires, c'est la gestion des projets, et de manière plus particulière, donc c'est l'ordonnancement des tâches d'un projet. Comment trouver le calendrier d'activation des tâches d'un projet. Donc, on est dans un cadre général de gestion de projet, de conduite de projet, qui est un vaste domaine en fait pour vous. Vous avez étudié ça au cours des 3 ans à l'école, et même dès la première année, vous avez un cours qui est consacré à la gestion de projet. Vous voyez que c'est un domaine passionnant et tout à fait intéressant. Ici, on s'intéressera à une partie, si vous voulez. On ne va pas traiter la conduite de projet en général, mais uniquement une partie. Donc, on suppose que pour le projet que vous avez étudié, vous avez un ensemble d'activités, de tâches à conduire. Tout projet en fait comporte toujours un ensemble de tâches à mener, avec bien sûr des ressources humaines et financières pour mener ce projet. Et donc en général sur un projet, il y a un objectif à atteindre. Voilà. Donc conduire le projet, c'est s'assurer que l'objectif est atteint, que l'ensemble des tâches est réalisé, et bien sûr avec des contraintes budgétaires et autres sur le problème. Donc on va s'intéresser, nous, à un problème particulier, à un tout petit bout, si vous voulez, des questions qui se posent en conduite de projet, qui concernent en fait le calendrier du projet. On appelle ça des problèmes d'ordonnancement. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? Tout simplement, si le projet comporte un certain nombre de tâches, eh bien, on va essayer de trouver un calendrier d'activation des tâches, c'est-à-dire savoir à quelle date on commence chacune des tâches, de manière à ce qu'un certain nombre de contraintes soient bien satisfaites, et de manière, bien sûr, à optimiser le fonctionnement, c'est-à-dire à ce que le projet, en principe, se déroule dans un temps minimal. Donc, on va très vite, en fait, commencer sur un exemple, tout de suite. Un exemple très simple pour démarrer, et on va introduire donc les modèles et la méthode pour optimiser le calendrier sur cet exemple. Et après, vous pourrez généraliser cet exemple sur d'autres cas pratiques que vous aurez traités. Alors, l'exemple introductif est très simple. C'est un exemple que tout le monde peut comprendre, je pense. On a pris un sujet, en fait, qui concerne tout le monde. C'est la construction d'une maison. Et comme c'est un projet qui est trop gros, on prend toujours pour démarrer un petit projet, en fait, même si dans la vie, les projets qu'on a à traiter sont beaucoup plus importants. Donc ici, on se limite aux tâches préparatoires à la construction de la villa. Donc il y a un ensemble de 5 tâches que vous voyez sur le tableau, sur le transparent. Et donc ces 5 tâches, on a demandé en fait aux responsables du chantier d'évaluer leur durée. C'est pour ça qu'à côté de la description de la tâche, vous avez la durée en jours estimée pour chacune des tâches. Alors naturellement, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et il y a bien sûr quelques règles à respecter qui en général viennent du bon sens, pour les règles simples. Et ce qu'on appelle des contraintes de précédence en fait. C'est le fait par exemple qu'une tâche A ne pourra pas être faite par exemple avant une tâche B. D'accord? Ou l'inverse. Parce qu'il y a des contraintes techniques qui conditionnent la réalisation de ces tâches
qui font en sorte qu'on ne pourra pas faire telle ou telle tâche si telle autre tâche n'est pas achevée. Donc il y a une autre logique à respecter, si vous voulez. Donc les contraintes sur cet exemple de travaux préparatoires pour la villa sont les suivantes. Hein. Donc vous avez 3 contraintes concernant les 5 tâches. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Voilà. Et donc on va essayer de représenter l'ensemble de ces tâches et de ces contraintes par un modèle. Hein. Un modèle, c'est quelque chose qu'on va, dans ce cours MQAD, largement aborder. Un modèle, c'est quelque chose qui permet de simplifier la réalité, si vous voulez. C'est une représentation simplifiée de la réalité qui va nous aider à réfléchir de manière plus efficace. Parce qu'en général, on a du mal, en présence d'une situation réelle, en fait, à tout appréhender. Donc l'idée, c'est de simplifier, de s'intéresser uniquement à ce qui est important pour résoudre le problème. Et donc, on construit un modèle. Alors, le modèle qu'on va construire ici, c'est un modèle de graphe, c'est-à-dire qu'on va construire un objet mathématique qu'on appelle un graphe, hein, qui est un ensemble de sommets et d'arêtes. Alors on va utiliser pour ça une technique de modélisation, un type de modèle, hein, qu'on appelle le modèle potentiel tâche. Alors il y en a un autre, hein, mais on va se limiter dans le cas de ce cours au plus simple, donc le modèle potentiel tâche. Dans ce modèle potentiel tâche, en fait, on va associer un sommet d'un graphe à chaque tâche. Très simple, une tâche égale un sommet. Et puis on va associer un arc du graphe. Donc l'arc, c'est le segment qui relie les deux sommets du graphe et qui en plus est orienté, il y a un sens de parcours. Donc l'arc va correspondre à une contrainte de précédence. Autrement dit, ici j'ai mis un arc qui relie la tâche I à la tâche J. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas faire la tâche J tant qu'on ne peut pas la faire, tant que la tâche I n'est pas terminée. Hein. Donc on fait toujours I avant J, hein, par construction du problème. Voilà. Donc c'est très, très parlant comme modèle, hein, vous voyez bien. Donc on veut dire on fait I et après on fait J. Voilà. Alors en plus, le graphe possède des informations en plus, on va le renseigner avec la durée des tâches. Donc ici sur l'arc qui relie la tâche I à la tâche J, j'ai porté une donnée qui est 10. Ça veut dire que notre modèle, la tâche I dure 10 jours. Enfin, 10 jours ou 10 en général, hein, ça va dépendre de l'unité de temps qui a été choisie. Et donc la tâche I dure 10. Donc si la tâche I dure 10, je porte l'information 10 sur tous les arcs qui partent de la tâche I. On va utiliser ce principe, hein, pour construire un modèle pour les 5 tâches qu'on a vues dans l'exemple de la villa, avec les contraintes, les 3 contraintes qui ont été, enfin les 3 contraintes, les 3 ensembles de contraintes qui ont été listées. Voilà, alors je vais vous laisser réfléchir un petit peu, hein, si vous avez un papier et un crayon, par exemple si vous avez les transparents du cours, il y a de la place en dessous pour le faire, donc sans bien sûr regarder la solution que se trouve à la page suivante, essayez de réfléchir en fait au modèle de graphe que vous construiriez pour ce problème. Hein. Qu'est-ce que vous feriez comme dessin, comme graphe pour représenter l'ensemble des tâches et des contraintes? Voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur le bouton pause de votre lecteur. Pendant cela, vous cherchez et donc vous redémarrez la vidéo pour avoir l'explication dans quelques minutes. Voilà, donc j'espère que vous avez bien réfléchi et que vous êtes arrivé à un modèle de ce type-là. Hein, donc j'ai construit un graphe avec 5 sommets, 1, 2, 3, 4, 5 correspondant aux 5 tâches. Alors vous allez me dire, il y en a 2 en plus, effectivement, j'ai rajouté pour faire joli un sommet 0 pour le départ, pour le début du projet, et un sommet 6 pour la fin du projet. Voilà. Alors, je peux commencer par faire les tâches 1, 2, 4 en parallèle. Hein, il n'y a pas de contrainte de précédence entre elles. D'accord? Et après, par contre, les tâches 3 et 5 sont reliées aux tâches 1, 2 et 4 par des contraintes de précédence. Voici donc le modèle auquel je parviens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors bon, il y en a parmi vous qui ne sont peut-être pas d'accord, qui ont autre chose. Je pense même qu'il y en a pas mal, en fait, qui ont interprété différemment l'histoire de la grue. Hein. C'est vrai qu'il y avait une contrainte qui disait que la grue ne peut fonctionner que si le branchement électrique est terminé. Autrement dit, il y en a peut-être qui ont mis parmi vous le fait que donc la tâche associée à la grue, la tâche 2, qu'ils l'ont mis après le branchement électrique, donc la tâche 4. Alors bon, pourquoi pas, effectivement, on pourrait faire ça, mais l'énoncé, en fait, était un petit peu discutable. Hein. Il est pour ça, en fait, un petit peu ambigu. En fait, la tâche correspondant à la grue, la tâche 2, c'était pas le fonctionnement de la grue,
c'était la mise en place de la crue. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Alors, j'aime bien, je joue sur les mots, mais c'est important en fait quand on définit, c'est la leçon qu'il faut en tirer, quand on définit l'ensemble des tâches d'un projet, donc c'est la partie la plus intéressante et la plus importante sur un projet, définir les tâches et les contraintes et les durées. Donc quand vous définissez, quand vous analysez un projet et que vous définissez l'ensemble des tâches, il est important d'avoir une définition très précise des tâches sur lesquelles tous les acteurs du projet se mettent d'accord. Sinon, il y a des malentendus et on arrive à des catastrophes sur le projet au niveau des fonctionnements, simplement parce que les différents acteurs du projet n'ont pas la même compréhension des éléments de base, donc des tâches du projet. Donc je vous engage vivement en fait à avoir de la rigueur quand vous avez un projet à traiter et d'avoir une bonne définition bien claire et bien partagée par tous les acteurs du projet. Donc ici concrètement, la tâche 2 c'était la mise en place de la crue, ça veut dire qu'on va la chercher sur notre chantier par exemple, on la met en place sur le chantier qui nous concerne, et donc le fonctionnement ça viendra après. C'est-à-dire que pour les fondations par exemple, il y a besoin de la crue, donc là j'ai besoin que la tâche 2 soit terminée et que le branchement électrique soit effectué parce qu'il faut que la crue fonctionne pour faire les fondations. D'accord? Donc la tâche 2, ce n'était pas le fonctionnement, c'est la mise en place, mais pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit en place et que le branchement électrique soit effectué. Voilà. Donc soyez bien rigoureux dans la partie analyse au départ. Hein, il y a des risques d'erreur. Alors erreur sur un exercice en cours, c'est pas très grave, mais erreur sur un vrai projet, c'est plus embêtant. Hein. Donc essayez toujours d'avoir un peu de rigueur et de précision pour définir vos modèles. Voilà. Donc le modèle est fait, et maintenant, une fois que le modèle est fait, on va naturellement essayer d'optimiser. Hein. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'objectif que l'on poursuivait, c'était trouver un calendrier d'activation pour chacune des tâches, hein, c'est-à-dire savoir combien de temps cela prend de faire l'ensemble des tâches du projet, et à quelle date on va pouvoir commencer chacune des tâches. Quel sera le calendrier du projet. Voilà. Alors, je peux vous laisser déjà, de manière intuitive, avant d'avoir vu une méthode, essayer de répondre à la question suivante. Combien de temps, au minimum, dure le projet? Donc, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Si vous voulez réfléchir encore plus, vous coupez la vidéo. Voilà. Voilà, peut-être parmi vous qui pensent que le projet va durer au minimum 7 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 2 plus 5 égale 7. Alors, attention. 2 plus 5 égale 7, c'est effectivement le chemin le plus court dans le graphe, entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais en fait, lorsqu'on recherche la durée minimale du projet, on ne cherche pas le chemin le plus court, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'enchaînement de tâches plus rapides, on ne cherche pas la suite de tâches qui prend le moins de temps. En fait, il faut faire toutes les tâches. Et pour être sûr d'avoir le temps de faire toutes les tâches, il faut prendre une durée finalement qui correspond non pas au plus court chemin dans le graphe, mais au plus long chemin dans le graphe. Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Si vous avez des questions sur le sujet, donc n'hésitez pas à les poser. Hein. Ça paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, la durée minimale du projet, hein, qui encore une fois consiste à faire toutes les tâches et pas à choisir les plus rapides. Hein. Si on veut être sûr de faire tous les chemins possibles, tous les enchaînements de tâches possibles, il faut bien prendre le plus long chemin comme durée du projet. Donc voilà, on va ramener notre problème de calendrier finalement à un problème très classique en théorie des graphes, qui est la recherche du plus long chemin dans un graphe. Alors pour ça, on va appliquer un algorithme, c'est-à-dire une méthode pas par pas qui va aboutir à une solution optimale, qu'on appelle l'algorithme de Bellman, qui est très simple à faire, surtout sur un exemple aussi petit. Bien sûr, sur un gros projet, ça prend beaucoup de temps et c'est pas concevable de faire ça à la main. Et je vous rassure, on ne fait pas ça manuellement sur des gros projets. Il existe des logiciels qui permettent naturellement de représenter ce qu'on fait là manuellement, et enfin, ce que faites-vous manuellement sur le papier, et qui vont nous permettre ensuite de trouver de manière automatique, si vous voulez, de manière informatique, le calendrier du projet. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise en pratique. On ne fait pas la gestion des projets à la main, on le fait grâce à un logiciel. Mais bon, pour apprendre, c'est bien de faire un tout petit peu à la main pour comprendre les principes. Alors, la première étape de l'algorithme d'optimisation, hein, qui vise encore une fois à chercher le plus long chemin dans le graphe, consiste à faire une mise à niveau du projet. Hein, on découpe le graphe en tranches, de manière à être sûr, lorsqu'on passe sur un sommet, d'avoir traité tous les sommets qui précèdent. Hein, c'est le seul moyen d'être sûr de ne pas se tromper quand on recherche le plus long chemin, le plus court serait pareil, dans un graphe.
Alors, les sommets de niveau 1, c'est la première tranche, c'est tous ceux qui n'ont pas de sommet qui précède. Alors, il y en a un, mais c'est le sommet de départ qui ne sert à rien. Il compte pour du beurre, celui-là, c'est un sommet qui sert uniquement à faire joli, c'est le point de départ. Donc, les 3 tâches qu'on peut démarrer au départ, 1, 2 et 4, sont des tâches qui sont de niveau 1, c'est-à-dire qu'on peut les démarrer dès le début, il n'y a aucune tâche qui précède. Par contre, les 2 tâches suivantes, la tâche 3 et 5, sont de niveau 2, parce qu'il faut au préalable avoir fait d'autres tâches avant de les faire. Le niveau d'un sommet, c'est le maximum des niveaux de tous les sommets qui précèdent, plus 1. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on pourra appliquer la méthode qui va consister en fait à rechercher le plus long chemin dans le graphe en procédant étape par étape, donc à chaque fois en cherchant le plus long chemin qui arrive à chaque niveau de sommet. Ça nous permettra en plus de déterminer pour le projet donc les dates au plus tôt du projet, c'est-à-dire les dates auxquelles on peut commencer au plus tôt chacune des tâches. Alors pour les tâches de niveau 1, donc les premières tâches qu'on peut démarrer en parallèle, les tâches 1, 2 et 4, c'est facile, hein, il n'y a aucune qui précède. Donc j'ai mis 0 à côté de ces tâches, ça veut dire qu'on peut commencer ces tâches au bout de 0 jours, donc dès le premier jour si vous voulez. Hein. Ces tâches-là, on peut les commencer au début du projet. Ce sont les dates au plus tôt pour les tâches 1, 2 et 4. Alors pour les tâches suivantes, pour la tâche 3 et tâche 5, en fait, j'ai indiqué pour la tâche 3, 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus long chemin qui sépare le début du graphe de la tâche, enfin du sommet 3, a pour longueur 10. Comment je trouve ça? Parce que, simplement, je compare tout ce qui arrive sur le sommet 3, c'est-à-dire les 3 arcs qui arrivent dessus et les poids qui sont portés dessus. Donc, le plus grand, si vous voulez, le plus grand chemin qui arrive dessus, c'est 10. C'est très simple, évidemment, parce que ici, les chemins n'ont qu'un arc. Hein. Mais vous allez voir que si on applique la méthode de manière systématique, à chaque étape, c'est aussi simple qu'à celle-ci, parce que finalement, on utilise, c'est là où l'algorithme de Bellman est si fort, c'est qu'on utilise le résultat optimum de l'étape précédente pour trouver finalement le résultat pour l'étape où on est. C'est un principe de décomposition tout à fait puissant, même s'il paraît très simple. Les choses simples peuvent parfois être très puissantes. Et donc, idem pour le sommet 5, hein, là il n'y a pas le choix, en fait vous n'avez qu'un arc qui arrive dessus, donc on peut commencer la tâche 5 au plus tôt, au bout de 10 jours, donc le 11e jour. Et pour finir le boulot, hein, c'est très simple, donc maintenant on va aller sur le dernier sommet, la fin du projet. Il va suffire de comparer pour trouver le plus long chemin qui arrive, le sommet 6. Il va suffire de comparer 10 plus 5 avec 10 plus 6. Et donc le plus long chemin qui arrive a pour longueur 10 plus 6, 16. Voilà, c'est très simple. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on ne recommence pas à chaque fois au point de départ. Pour trouver le plus long chemin qui arrive au sommet 6, je compare le plus long chemin qui arrive à tous les sommets précédents, auquel j'ajoute l'arc, la valeur qui est portée sur l'arc qui le relie au sommet en question. Et donc il n'y a plus qu'à comparer tout ce qui arrive sur le sommet, et donc on prend le plus grand pour trouver le plus long chemin. Donc finalement, hein, c'est un petit peu long, mais il faut quand même expliquer la méthode en détail. Donc finalement, hein, le plus long chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée a pour longueur 16. Ça veut dire concrètement en termes de durée du projet que la durée minimale du projet est de 16 jours. Donc on a déterminé la durée minimale du projet, on est content, et on a en même temps déterminé à quelle date on allait pouvoir commencer chacune des tâches au plus tôt. Alors cette notion de au plus tôt est importante, parce que maintenant on va voir une deuxième notion, qui est la notion de date au plus tard. Alors d'où vient-elle? Donc on sait maintenant que le projet dure 16 jours, hein, 16 jours minimum. On va s'intéresser à une deuxième question, qui est, ok, le projet dure 16 jours, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a certains aléas, certains problèmes sur des tâches du projet? Autrement dit, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une tâche qui est prévue pour commencer à telle date, elle démarre en retard par rapport à ce qui est prévu, elle démarre avec un décalage par rapport à ce qui a été prévu au départ. Alors, tout simplement, on va s'intéresser à la recherche maintenant des dates au plus tard. Hein. On va voir ce que c'est. La tâche 3, par exemple, on a vu qu'elle peut démarrer au plus tôt au bout de 10 jours, mais comme elle dure uniquement 5 jours, il est clair qu'on peut terminer le projet dans le délai souhaité de 16 jours, même si on commence avec un jour de retard, c'est-à-dire
au bout de 11 jours et non pas au bout de 10 jours. Autrement dit, sur la tâche 3, tout le monde voit qu'il y a une marge de manœuvre, hein, il y a un peu de grâce si vous voulez, on va pouvoir commencer avec un jour de retard et finir quand même dans les délais. C'est-à-dire que ça introduit cette notion tout à fait importante de date au plus tard pour chacune des tâches, qu'on va déterminer hein, en partant de la fin du graphe, c'est-à-dire qu'on va se poser la question comment faire en sorte d'arriver dans les 16 jours qu'on le souhaitait, avec éventuellement un petit décalage, un petit retard sur certaines tâches. Est-ce qu'on peut déjà avoir ce retard sur certaines tâches? Et si oui, quel retard? Avec combien de délais on peut démarrer en retard chacune des tâches? Alors, on l'a vu, très simple, pour la tâche 3, dans la mesure où la tâche 3 dure 5 jours et que le projet au total dure 16 jours, si on commence au plus tôt au bout de 10 jours, hein, on l'a fini au bout de 15 jours, donc il y a un jour de rade, hein, un jour de gras. Donc il est clair qu'on peut commencer cette tâche-là avec un jour de retard, donc on dira que la tâche au plus tard, la date au plus tard, pardon, pour la tâche, est égale à 11. On obtient ce 11 simplement en faisant 16 moins 5, d'accord? Donc à côté d'une date au plus tôt qui est de 10, on va dire que la date au plus tard pour la tâche en question, c'est 11. Alors, pour la tâche 5, là c'est un petit peu différent parce qu'elle dure 6 jours, cette tâche. On démarre au plus tôt au bout de 10 jours. Hein, ça veut dire qu'il n'y a aucun gras, hein, il n'y a aucune marge de manœuvre. Si je démarre en retard la tâche en question, eh bien ça va rallonger la durée du projet. Pour cette tâche-là, la date au plus tôt égale date au plus tard. On dira que c'est une tâche critique, hein, il n'y a aucune marge dessus. Voilà, donc je vous laisse imaginer la suite. Hein. L'idée, c'est un petit peu comme on a trouvé date au plus tôt pour le projet en partant du début et en allant vers la fin du graphe. Là, on part de la fin et on remonte le graphe vers le début. Même principe, en cherchant le plus long chemin. Donc, au lieu de trouver les dates au plus tôt, on trouve maintenant les dates au plus tard. Donc, pour la tâche 4 donc, du projet, hein, donc là, vous voyez que la date au plus tard est égale à 8. Pourquoi? Parce que la tâche en question dure 3 jours. D'accord? Si je démarre au bout de 0 jours, donc le début du projet, je finirai au bout de 3 jours, donc nettement en avance par rapport au sommet suivant, donc qui démarre à 10. Donc j'ai quand même un petit peu de marge de manœuvre pour commencer. Donc quelle marge j'ai, hein? Je pourrais dire que je peux commencer effectivement au bout de 7 jours, hein, donc donner une marge de 7. Ça permettrait d'être à 10 au début de la tâche. Mais en fait, je peux même faire plus que 10, puisque on l'a vu, date au plus tard pour la tâche suivante, pour la tâche 3, c'est 11. Autrement dit, même si je commence au plus tard au bout de 8 jours, 8 plus 3 égale 11, je vais quand même tenir mes délais et arriver finalement au projet en 16 jours. Naturellement, si je fais ça, si je démarre au bout de 8 jours, ça supprime la marge de manœuvre sur la tâche suivante. On dira finalement, en termes de marge, qu'on utilise la marge totale pour la tâche. Donc, date au plus tard, dans ce cas-là, est égale à 8, et marge totale est égale à 8 également. Voilà, donc je vous laisse faire les deux autres, c'est très simple. Donc on trouve 9 pour la tâche 2, et pour la tâche 1, donc on trouve 0, c'est une tâche critique. En fait, date au plus tard égale date au plus tôt, dans la mesure où la tâche 1 dure 10 jours, hein, puisque vous devez arriver donc à 10 pour la tâche qui suit. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible. Il faut également commencer au plus tard à 10, au plus tôt à 10 donc, et au plus tard à 10, pas de marge. Alors la marge, je n'ai parlé déjà rapidement, c'est quoi? La marge, en fait, ça correspond à la différence entre date au plus tard et date au plus tôt. Donc vous avez ici, pour l'ensemble des tâches du projet, la marge qui est donnée, marge totale encore une fois, hein. La marge qui correspond uniquement à ce qui est spécifique à la tâche, on appelle ça la marge libre. Et dans le cadre de ce cours d'initiation, on se limite au calcul de la marge totale. Donc j'obtiens pour chacune des tâches la marge libre, et donc pour les tâches pour lesquelles la marge est nulle, c'est-à-dire date au plus tôt égale date au plus tard, on dira que la tâche est critique, et que le chemin qui relie ces tâches critiques, donc qui sont en rouge ici, est le chemin critique du projet. On va le voir se dessiner sur le transparent.
Donc ce chemin critique est très important, donc c'est la suite des tâches critiques pour le chef de projet, hein, parce qu'il va devoir porter une attention particulière au déroulement de ces tâches, puisque tout retard sur le déroulement d'une tâche critique va naturellement directement impacter la durée totale du projet. Donc attention aux tâches critiques. Voilà, donc ça termine, si vous voulez, le modèle de base et l'application de base. Après, il n'y a plus qu'à appliquer, hein, pour vous convaincre que vous avez compris que vous allez faire ça. Il s'agira donc en TD de faire certains exercices d'application. C'est très simple, même si il y a plus de, bien sûr, il y aura plus de sommets, il y aura plus de contraintes, hein, mais vous verrez, le principe de base reste très simple. Tant qu'on reste sur un petit projet, et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pour un projet important avec beaucoup de tâches et beaucoup de contraintes, on utilise un logiciel pour le faire. Alors, pour représenter donc le calendrier, une fois qu'elle a été trouvée par la précédente, en général, on utilise un autre modèle, un autre diagramme qu'on appelle diagramme de Gantt, qui existe depuis assez longtemps, et qui est très, très performant pour communiquer, pour présenter le calendrier. Très simple, donc on présente chaque tâche par un petit segment de longueur proportionnelle à la durée de la tâche, avec si possible un système de couleurs différentes. Donc on présente ici en vert les tâches non critiques et en rouge les tâches critiques. Avec une autre convention encore qui est assez parlante, c'est le fait que la marge d'une tâche, quand il y en a une, donc pour une tâche en vert non critique, est en pointillé. Hein, donc ça montre bien qu'en fait on peut déplacer le petit segment correspondant à la tâche tout au long du pointillé pour arriver en fait dans le délai prévu pour le projet. Donc là c'est pareil, on verra de manière pratique en TD différents exercices pour apprendre à faire ce diagramme de Gantt. Alors pour terminer, je vais vous présenter quelques enrichissements possibles du modèle de base, hein, quelques complications du modèle. Alors complications, pourquoi compliquer un modèle qui est simple? Si on complique les modèles, c'est pour enrichir, c'est qu'il y a un intérêt. Hein. En général, on aime bien le modèle simple, hein, c'est mieux bien sûr, hein. Mais parfois c'est trop simple, on est trop loin de la réalité, donc on est amené en fait à enrichir un petit peu le modèle en rajoutant quelques complications. Alors, première complication qu'on peut rajouter et qui est intéressante, c'est prendre en compte le hasard. Hein. Alors ça, on va détailler un petit peu. Le hasard, c'est-à-dire que dans le modèle précédent, on a supposé, modèle déterministe, on a supposé que les durées des tâches étaient connues, de manière certaine, qu'il n'y avait aucun aléa sur les durées. Donc c'est un petit peu irréaliste. Souvent, sur une durée de tâche, la personne responsable aura tendance à donner, plutôt qu'une certitude, à donner une probabilité, à donner, si tout va bien, la tâche dure 10 jours, enfin en principe elle dure 10 jours. Si jamais tout se déroulait de manière extraordinaire, on pourrait peut-être arriver à 8 ou 9 jours. Et si par contre, il n'y a pas de chance, si je joue de malchance au niveau de la météo, au niveau des personnes qui travaillent sur la tâche peut très bien, au lieu de prendre 10 jours, prendre 12, 13, 14, 15 jours. Donc finalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est que plutôt qu'associer une durée fixée à une tâche, on va associer en fait une durée aléatoire. Donc, on va y venir dans quelques secondes. Autre modèle qu'on ne prendra pas en compte aujourd'hui, mais qui est intéressant, c'est un modèle qui prend en compte les aspects financiers du projet, hein, qui essaie de trouver un compromis entre les coûts et les durées. Hein. Je pense que vous imaginez très bien qu'il y a une relation pour une tâche entre le coût et la durée, et donc on essaye de bâtir un modèle qui permet éventuellement de trouver un bon compromis entre coût et durée pour les tâches. Et enfin, autre complication, mais qu'on ne verra pas non plus dans ce cours d'initiation, c'est la prise en compte d'autres types de contraintes. Donc on a fait des contraintes de précédence, contraintes très simples. Il y a d'autres types de contraintes disjonctives ou cumulatives. Là, on obtient des modèles plus complexes. Ça, on verra plus tard, même pas cette année, donc, mais c'est intéressant. Donc, en deux mots, je vais présenter, pour terminer, les modèles PERT, donc qui prennent en compte le hasard. L'idée, c'est que on va associer maintenant à une tâche non plus une durée, mais 3 durées. Donc une durée probable, une durée optimiste et une durée pessimiste. Et on va associer donc à la durée de la tâche un modèle de loi de distribution. Je pense que vous avez quelques vagues souvenirs en proba stat de ce que c'est qu'une loi, une distribution. On va de toute façon y revenir dans le cours de stat. Donc la loi permet de caractériser donc la variable aléatoire, ici qui est la durée. Donc, un modèle de loi qu'on va utiliser, qu'on utilise souvent pour ces projets, c'est la loi bêta. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une loi qui a une allure un peu de cloche comme la normale, sauf qu'au lieu d'avoir des asymptotes de chaque côté, il y a des points d'arrêt. Donc, d'un côté, ça durée optimiste, d'un côté, ça durée pessimiste.
Et donc, elle est caractérisée, comme toutes les distributions, par une moyenne, une espérance et un écart type. Et donc, vous avez ici les formules, alors c'est pas connaître par cœur, qui vous donnent la variance et l'écart type. Alors, sur l'exemple précédent, on va maintenant compliquer un petit peu le modèle, et on va supposer que les durées ne sont pas déterminées, qu'elles ne sont pas certaines, mais qu'elles sont aléatoires. C'est-à-dire que vous voyez bien maintenant, pour chacune des tâches, je n'ai plus une seule durée, j'ai 3 durées. Durée probable, durée optimiste, durée pessimiste. Donc on va appliquer les formules de calcul pour calculer pour chacune des tâches l'espérance et l'écart type. Donc voilà, je vais le faire. Donc je calcule très vite, j'applique la formule. Donc l'espérance et l'écart type. Voilà. Vous pouvez en même temps faire le calcul si vous voulez pour le vérifier. J'applique la formule en fait, pour trouver pour chacune des tâches l'espérance et l'écart type. Et donc, lorsque c'est fait, je vais utiliser maintenant ces durées espérées, ces espérances de durée, pour appliquer la même méthode de recherche du calendrier, sauf que naturellement, au lieu d'avoir des durées, des dates certaines pour le projet, je vais avoir maintenant des espérances. Donc on y va, on applique. Donc j'ai tout simplement reporté sur les arcs du graphe, non pas les durées certaines, mais les durées espérées. L'espérance de chaque durée. Et après, la technique est la même. Je vais rechercher le plus long chemin dans le graphe en utilisant non pas les durées certaines, mais les durées espérées. C'est-à-dire que j'ajoute les espérances. Alors, est-ce que j'ai le droit d'ajouter les espérances? Alors oui, bien sûr, vous savez que l'espérance est une fonction linéaire, donc on peut ajouter quand les variables sont indépendantes. Alors, bien sûr, c'est une hypothèse un peu forte de supposer que les durées des tâches sont indépendantes les unes des autres, mais bon, on va la faire pour simplifier. Donc, on ajoute les durées espérées pour trouver l'espérance de la durée du projet. Et plus fort, donc, là aussi c'est une approximation, mais on va non seulement donner l'espérance de la durée des projets en faisant la somme des espérances, mais on va donner également la loi suivie par la durée du projet. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver la loi suivie par la durée du projet? Eh bien parce qu'il y a un théorème fondamental en statistique, vous l'avez déjà vu, mais on reverra ça dans le cours de stats, qui est un théorème qu'on appelle le théorème central limite. Alors on y reviendra de manière plus précise, mais enfin il dit en gros que quand on ajoute un certain nombre de variables aléatoires de même type de loi, qui sont indépendantes, eh bien la loi suivie par la somme devient approximativement normale quand on additionne suffisamment de variables. Donc ça c'est fantastique, parce qu'en fait, la loi normale est une loi qui du coup est très importante, parce que c'est une loi limite pour tout le phénomène. Et dans ce cas particulier, si on a suffisamment de tâches sur le chemin critique, on a le droit, en fait, de dire que la durée du projet correspond à la somme des durées de tâches critiques, espérées ici. La durée du projet, ça suit une loi normale. De manière approximative, mais enfin, on va se satisfaire de l'approximation, et on va supposer donc que la durée du projet suit une loi normale. Et comme la loi normale est très connue, qu'elle est tabulée, qu'on a des calculs faciles dessus, ça va permettre de faire des calculs. Comme par exemple, répondre à ce type de question, quelle est la durée, la probabilité par exemple pour que la durée du projet soit plus petite que 20 jours. Voilà. Alors comme on sait que dans le cadre de ce projet, la durée du projet suit une loi normale de moyenne 17 et d'écart type 1,7, c'était calculé dans l'étape précédente, eh bien on va pouvoir, puisque pour la loi normale, quand on connaît la moyenne, donc l'espérance et l'écart type, on sait faire tous les calculs de proba, on va pouvoir répondre à la question, donc quelle est la proba pour que la durée du projet soit inférieure à 20 jours. Vous allez me dire quel intérêt. C'est pas uniquement pour le calcul, bien sûr. C'est-à-dire que si on peut faire des calculs de ce type-là, ça veut dire qu'on va pouvoir calculer des risques sur un projet, et associé aux risques, naturellement, il y a de l'argent. On va pouvoir, par exemple, mettre en place un système d'assurance sur le projet ou de pénalité, qui vont nous permettre d'avoir des modèles intéressants au niveau de la gestion financière des projets. Bon, on en parlera davantage par la suite. Merci de votre attention et donc à très bientôt dans un cours suivant.